Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des bénévoles. Aujourd'hui avec nous on essaiera de vous parler un petit peu de la draft, un petit récap de toutes les équipes. Ensuite on essaiera de voir les principaux trades qui ont lieu et les rumeurs bien entendu qui sont en cours, en particulier les agents libres qui sont courtisés par pas mal d'équipes. Aujourd'hui avec nous, nous avons Free. Alors, Phil, il faut que tu parles pour que... Bonsoir tout le monde. Voilà, Free, merci. On a Coach Kira, Ouais, salut à tous. voilà, en direct du Starbucks. Et Mike, Bonsoir à tous, moi je suis en direct de chez moi. en direct de chez lui, et a priori, aucun lag. Donc, c'est nos trois intervenants aujourd'hui. Donc, certainement, vous verrez cette vidéo via YouTube, en sachant qu'on est en train de diffuser en direct sur la Télé-BE. Donc, vous n'hésitez pas à aller sur basketevolution.com pour retrouver des liens de la télé-BE qui sera de plus en plus mis en avant. Donc le sommaire j'ai déjà fait, donc on va commencer dès maintenant par la draft. On va essayer de vous faire un petit résumé équipe par équipe des joueurs sélectionnés et de leur impact, on va dire, dans ces équipes-là. Donc on va faire les équipes par l'ordre alphabétique. Donc on va commencer par Atlanta qui avait le 23e et le 43e pick et qui ont sélectionné en 23e pick John Jenkins et en 43e pick, Mike Scott. Donc a priori pas de gros prospects, mais on va laisser nos spécialistes en parler rapidement, voir ce que vous avez à dire. Donc par exemple Bah, je te laisse Mike la pour main, commencer, hein. je te laisse la main, coach, vas-y, commence. Voilà, bah alors je vais Coach, commencer donc à parler. vas-y. Ouais, donc sur Atlanta, bah écoutez, John Jenkins et Mike Scott qui, je trouve, c'est une bonne draft pour Atlanta malgré les choix tardifs qu'ils avaient. John Jenkins, gros scoreur, bon shooter, issu de l'université de Vanderbilt, qui a fait une très belle carrière chez les Commodores. Mike Scott, lui également, très belle carrière universitaire à Virginia. Il a fait une dernière saison de très haut vol. Donc deux joueurs, pas forcément un talent hors norme, mais qui seront prêts à contribuer sans doute à l'année prochaine au sein d'une équipe d'Atlanta qui est déjà bien implantée. Ouais, je suis assez d'accord pour ce qui est de John Jenkins. Il a fait une super saison avec Vanderbilt, avec des bons coéquipiers comme Festus Ezeli et Jeff Taylor. Un très bon shoot à 3 points, ça peut vraiment apporter quelque chose à Atlanta. Et pour ce qui est de Miles Scott, ça rajoute un peu de viande dans la raquette, parce qu'il fait quand même 108 kilos. Un peu petit s'il veut jouer poste 4 pour 2 m 3 il me semble. Il fait un bon match contre Seattle où il avait marqué 33 points et 14 rebonds. Donc c'est une bonne draft pour Atlanta, pour ce qui est de mon ressenti avec la position qu'ils avaient. Ok. Donc Free, je précise aussi dès maintenant qu'on a un petit souci de lag, on va dire, avec Free. Donc vous inquiétez pas s'il y a des fois un moment de pause avant que Free parle ou qu'on réagisse par rapport à ce qu'il a dit, il y a un petit moment de lag. On va passer à Boston si Free a rien à préciser sur Atlanta, en sachant que Free sera plutôt actif a priori pour les trades, vu qu'on a nos deux spécialistes de la draft avec nous ce soir. Donc en deuxième équipe, on a les Celtics de Boston qui avaient le 21, le 22 et le 51e tour, pardon. En 21e, ils ont drafté Jared Sullinger, qui est descendu très bas à cause de blessures au dos, mais on va en reparler tout de suite. En 22e, Fab Melo, un grand intérieur, et en 51e pick, Chris Joseph, en sachant que je vois qu'on vient de perdre de Free, donc il y a probablement un gros souci de connexion. Donc allez-y pour Boston, Mike et coach. Bah alors je vais commencer cette fois-là. Alors Jared Sullinger qui est descendu très bas parce qu'il a donc ce qu'on appelle un red flag, un drapeau rouge par rapport à son dos. Il a refait une très bonne saison avec Ohio State, pardon. Et il est revenu sur sa promesse parce qu'il avait promis à son équipe de revenir et d'aller au Final Four, chose qu'il a faite et il est tombé de peu contre les Kansas Jayhawks qui ont été en finale. Très bonne saison de Slinger, encore une fois. Donc 21e choix, je pense qu'on peut pas rêver mieux, même s'il y a un petit risque. On peut pas parler de bust quand un joueur descend en 21e position. Donc après pour Fab Melo, c'est un grand intérieur, c'est un 7-footer, mais le problème c'est qu'offensivement c'est assez pauvre. Euh, il est né au Brésil, il a eu un temps d'adaptation aux États-Unis, il marque très peu de points, c'est avant tout un grand défenseur.
Et il y aura Chris Joseph donc, qui le rejoindra. C'est son pote de Syracuse qui est plutôt un joueur très collectif, un bon coéquipier sur qui compter. Est-ce qu'il sera intégré réellement dans l'équipe de Boston? Je pense pas. Il va falloir qu'il patiente, mais c'est une bonne addition en 52e choix, il me semble. Voilà, en effet, ouais, Joseph, en fin de draft, c'est un choix, comment dire, un choix sûr. Reste à voir en effet quelle place il aura dans le roster. Quant aux 2 premiers tours, je pense que ce sont 2 bons choix qui renforcent bien le secteur intérieur des Celtics. Donc Sullinger qui potentiellement, enfin double All-American, potentiellement en top 5. Et donc Fab Melo qui a manqué la March Madness et qui a beaucoup manqué à Syracuse en fin de saison. Puisqu'il n'était pas éligible académiquement. Donc voilà une bonne recrue défensive qui je pense aura besoin en effet, comme l'a dit Mike, d'un peu de temps pour vraiment contribuer à la NBA. Petite déception pour Boston, je pense, par rapport aux fans aussi, j'ai vu pas mal de choses sur les forums. Peut-être par rapport à Perry Jones qui a été sélectionné en 28e, à la place de prendre la place de Fab Melo. Mais après, c'est toujours des choix contestables. Est-ce que les Celtics voulaient vraiment engager un 7-footer à la place du potentiel énorme que pourrait avoir Perry Jones? C'est encore une question que doit se poser un général manager. On entend un petit bruit en fond, je sais pas de qui ça venait. Ça m'a l'air d'être bon de toute façon. Donc je pense que c'est bon côté Celtics. Tout à fait. On va passer aux Brooklyn Nets. Qui aurait pu avoir le 6e choix si je me trompe pas, qui a été tradé et qui du coup se retrouve avec le 41e, 54e et 57e choix. Donc comme vous montre les numéros de pick, pas de gros choix a priori. En 41e, Tyshon Taylor de Kansas, 54e pick, Tornike Chengelia. J'en profite pour m'excuser si on prononce mal certains noms de joueurs, hein, ça pourra nous arriver. Et en 57e pick, Ilkan Karaman. Voilà, ouais, donc les Nets qui n'avaient pas de choix au premier tour. Ils ont récupéré le 41e choix de Portland avec le seul joueur donc sur les 3 qui devrait contribuer, en tout cas dès l'année prochaine, Tyshon Taylor, qui a été cette année l'un des meilleurs meneurs, très bon cursus, il a été l'une des raisons du succès de Kansas cette année, finaliste du championnat NCAA. Bon passeur, mais il a quand même encore beaucoup de défauts dans son jeu, pas toujours très adroit au tir, quelques erreurs parfois, des balles perdues, mais ça reste un meneur solide qui pourrait constituer un bon backup en NBA. Alors voilà, moi pour Tyshon Taylor, le seul petit problème que j'ai, c'est est-ce qu'il va réussir à s'adapter à la NBA, parce qu'il est un peu fou comme meneur. Il a fait une très bonne saison senior avec les Jayhawks, il s'est jusqu'à la finale du Final Four à la Nouvelle-Orléans. Mais le problème, ça va être l'adaptation de son jeu à la NBA, parce que c'est vrai qu'il est un peu folichon comme joueur. J'attends de voir. J'ai pas vraiment d'avis tranché sur ce joueur pour l'instant. Mais en 41e choix, c'est clairement un bon choix pour les Nets. Ok. On va pas parler beaucoup plus de ces pics qui sont pas énormes a priori. On va passer directement au Bobcats de Charlotte. Ah, j'aurais pu donner la note que Coach Kira a donnée sur le forum basketevolution.com, donc je le fais rapidement. Donc pour Atlanta Hawks, il a mis une note de A- pour les rookies qui ont été draftés par Atlanta. Donc en sachant que je suppose que tu as noté par rapport à la position de l'équipe. Exactement. Voilà. Donc pour Atlanta Hawks, il avait noté A-. Pour Boston Celtics, il avait une note de A. Pour les Brooklyn Nets, une note de C. Et donc on arrive aux Charlotte Bobcats qui avait le 2e choix de cette draft. On pensait longtemps que ça serait Thomas Robinson, drafté en 2. Et finalement, ils ont recruté l'AS de Kentucky, Michael Gilchrist. Et en 31e choix, Jeffrey Taylor. Et donc Coach Kira a attribué une note de A- à cette draft. Alors moi je suis assez d'accord avec la note qu'a donné Coach, tout simplement parce que j'ai toujours cru en Michael Kidd, moi. J'ai toujours mis dans mes mock drafts à la place de Thomas Robinson, tout simplement parce que c'est le 2 jeunes joueurs le plus talentueux de cette draft. C'est le plus jeune également, il a une marge de progression énorme. On le compare un peu à un André Iguodala, mais en beaucoup plus mobile, plus fin aussi. Il a déjà un physique intéressant pour 18 ans, faut pas oublier son jeune âge. Il a fait une très belle saison à Kentucky, il a fait mal à des équipes comme Louisville en inscrivant 24 points et 19 rebonds par exemple.
c'est un très bon pick pour moi, de ce que je ressens. Après, donc, James Taylor, c'est un très bon joueur aussi qui joue à Vanderbilt, donc le coéquipier de John Jenkins, Festus Ezeli. Il peut défendre, pour moi, sur 3 postes, en poste 2, 3, 4. Très très gros défenseur, et je pensais qu'il allait partir en fin de premier tour, moi, Jeff Taylor. Donc encore un bon choix pour les Bobcats. Voilà, pas grand chose à ajouter, sinon que bon, Michael Kidd-Gilchrist, la seule grosse interrogation qu'on puisse avoir, c'est peut-il devenir un leader? Moi personnellement, je le verrais plus comme un lieutenant de luxe dans une équipe, mais au niveau de Charlotte, pour l'instant, je veux dire, le vide est tellement grand que je me demande quel rôle il pourra avoir la saison prochaine. Voilà, et puis Taylor, comme dit, un très bon joueur, très bonne recrue en 31e choix. Taylor qui a un passeport suédois d'ailleurs, comme Jonas Jerebko, donc pourquoi pas un beau futur pour l'équipe de Suède au niveau européen. Voilà donc pour cette équipe. Donc Taylor aussi qui se dit typiquement suédois quand on lui pose la question est-ce que vous êtes plus américain ou suédois, et il dit je suis né en Suède et j'ai mes racines là-bas. Donc c'est fort possible qu'il choisisse la Suède pour les compétitions internationales. Pardon. Ok, merci. On va passer. Donc je rappelle un note A- pour Charlotte Bobcats. On va passer aux Chicago Bulls qui avaient un seul pick, le 29e de cette draft. Et donc ils ont choisi Marquis Stig, le meneur de Kentucky. Et Coach Kira a noté sur le forum de basketevolution.com une note de B- pour ce pick. Voilà, donc pourquoi B-? Alors tout simplement parce que bon, Marquis Stig potentiellement est peut-être le meilleur meneur de la ligue sur le plan du potentiel. Par contre, au niveau des besoins de Chicago, Derrick Rose out pendant plusieurs mois la saison prochaine. Je pense qu'ils auraient plus besoin d'un meneur NBA ready directement, de type par exemple Tishon Taylor ou Scott Machado, qui puissent apporter tout de suite des minutes et une bonne vision du jeu. Alors que Marquis Stig, le temps qu'il se développe, je veux dire, Derrick Rose risque de passer un bon moment à Chicago, donc une utilité sans doute un peu moindre pour lui. Alors petit point de divergence, pour moi je pense que c'est un bon choix, j'aurais mis B, tout simplement parce que je pense pas que Chicago peut faire grand chose l'année prochaine avec la perte de Derrick Rose. Donc c'est pas mal de prendre un meneur à développer encore très jeune. Si on prend Scott Machado, vu qu'il est pas drafté, donc il est même pas 30 choix plus tard, je pense que c'est un bon choix pour Chicago, qui a misé sur le potentiel. Ils vont sûrement signer un vétéran au poste de meneur et mettre un Marquis Stig en backup. Mais c'est l'année où il faut faire des concessions pour Chicago, qui n'ont nulle part pour moi sans l'apport de Derrick Rose. Ok, merci. Ensuite, on passe à la surprise de cette draft, qui va faire plaisir à l'un de nos intervenants, enfin qui va faire plaisir, pas plus que ça, on va dire. Donc les Cleveland Cavaliers, qui avaient le 4e choix de cette draft. On a beaucoup entendu parler entre autres d'Harrison Barnes. Et finalement, ils ont sélectionné, et c'est la grosse surprise de cette draft, je pense que Mike et Coach Carr me confirmeront, avec Dion Waiters, un AS de Syracuse, drafté donc en 4e choix, et donc en 10e choix, Tyler Zeller, un pivot de North Carolina. Donc en sachant que la grosse surprise, c'est Dion Waiters en 4. Je te laisse commencer, coach, pour ton équipe. D'accord, oui, les Cleveland Cavaliers, bien sûr. Voilà, toujours. Alors, comment dire, au niveau de cette draft, j'ai mis la note de D. J'ai été surpris par la réaction de beaucoup d'analystes qui ont mis une bien meilleure note à Cleveland concernant cette draft. Alors je dois dire que sur le coup, en effet, la sélection de Waiters a été un choc, et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'avais postée de YouTube, où en fait à Cleveland, une grande fête pour la draft avait été organisée avec 6000 personnes dans la salle, et les huées ont volé au moment de l'annonce de Dion Waiters. Maintenant, avec un peu de recul, je me dis que ce choix n'est sans doute pas si mauvais que ça. Waiters a quand même un grand nombre de qualités, il s'est pénétré, il a quand même un jeu qui est assez adapté à la NBA. Après, de là à dire qu'il va réussir, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, je pense qu'il peut être un bon collègue au niveau du backcourt pour Kyrie Irving. Donc voilà pour Dion Waiters. Ensuite, Tyler Zeller, je trouve que Tyler Zeller c'est une bonne recrue, ce sera un bon pivot. Il a été joueur de l'année dans l'ACC l'année dernière. Par contre, je trouve qu'on l'a payé un peu cher en donnant 3 choix de draft encore assez élevés pour ce joueur.
Ouais, je suis complètement d'accord. Je vais commencer donc par Zeller pour rebondir sur ce que tu as dit. Les choix sont certes cher payés, mais alors les choix de Dallas sont vraiment, vraiment discutables. On en reparlera un peu plus tard quand on viendra à Dallas, mais les Est-ce que choix qu'ont fait Dallas sont vraiment discutables. Tyler Zeller, c'est typiquement le joueur qui est NBA ready, pardon, qui va faire son taf, ni plus ni moins. Pour moi, il peut tourner en double-double, c'est une possibilité. est-ce que vous pouvez Euh, est-ce que vous pouvez rappeler les pics que Cleveland a échangé contre Tyler Zeller, donc le 17e, il me semble que c'était 22, 23. Alors c'était le 24e choix, le 33e choix et le 34e choix. Ok, merci. De toute façon, on en reparlera juste après avec On Dallas. en reparlera de toute pour façon. Dallas, voilà exactement, oui. et donc, je vais poursuivre sur Diane Waiters. Diane Waiters qui a été la grande surprise, donc comme a dit coach avec la vidéo de 6000 supporters qui désertent après son nom, il me semble. Donc, c'est pas une réaction surprenante parce qu'on attendait autre chose. On attendait Harrison Barnes, bien sûr, qui a descendu en 7e choix pris par Golden State. Je m'attendais vraiment à un ailier shooter pour faire un backcourt de qualité avec Kyrie Irving. Mais c'est un choix discutable. Après, faut voir ce qu'il va donner sur le court terme. Est-ce qu'il va être sélectionné en tant que 6e homme ou est-ce qu'il va démarrer starter? C'est encore la grande question. Ok, donc ensuite, justement Dallas donc, qui en échange de son 17e pick a récupéré, donc comme on vient de le dire, le 24e, le 33e et le 34e provenant de Cleveland, et avec ces 3 picks, ils ont sélectionné donc Jared Cunningham d'Oregon State, Bernard James en 33e pick et Jay Crowder pour le 34e. Et Coach Kira a mis une note de C- pour ces 3 picks. Ouais, je suis assez d'accord, hein. Déjà au niveau de Cunningham, je trouve qu'il a été sélectionné beaucoup trop tôt. C'est un joueur qui pouvait être pris en début de deuxième tour. J'étais assez surpris de la sélection de Dallas quand on sait qu'il reste par exemple Perry Jones. Perry Jones qui a été sélectionné en 28e par Oklahoma City. Cunningham, c'est un petit peu un Shannon Brown sur les bords. J'ai pas vraiment d'avis sur lui, j'attends vraiment de voir pour le joueur d'Oregon State. Euh, Après, donc Bernard James, qui a été sélectionné beaucoup trop tôt aussi, on le voyait il était drafté entre la 45 et la 55. Il a 27 ans, c'est un ancien militaire qui a fait seulement 2 années en NCAA, donc un potentiel qui n'est pas encore développé, une palette offensive pas développée non plus. On attend vraiment un peu plus de joueurs. Et le 34e choix, est-ce que tu peux me le rappeler? Je l'ai oublié. 34e, C'est Jay Crowder. Jay Crowder, oui, très bon joueur. Par contre, c'est pas pour faire plaisir à Kira qui est dans une market, mais en 34e choix, c'est pour moi le meilleur choix de Dallas. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc Cunningham qui est avant tout un bon défenseur, mais comme l'a dit Mike, il aurait pu être pris entre la 35 et la 40e place sans problème. Bernard James, lui aussi un joueur pas forcément excellent. Les mauvaises langues disent qu'il a été pris par Mark Cuban pour faire vendre des tickets en D-League, comme il a quand même sa Torah. On a vu l'ovation qu'il a reçue lors de la draft en tant que vétéran des guerres en Irak et en Afghanistan. Et puis donc 34e choix, sans doute le meilleur joueur des 3, Jay Crowder, le joueur de l'année dans la Big East. Joueur extrêmement complet qui peut tout faire, il peut marquer de près, de loin, prendre du rebond, très bon défenseur. Et il risque d'être une rotation intéressante dès l'année prochaine. Et pourquoi après ça prendre le relais de Sean Marion. D'autant plus qu'ils ont un jeu qui se rapproche quand même un petit peu. Ça veut dire des joueurs assez grands qui peuvent quand même s'écarter, bon rebondeur et doté en effet d'un shoot assez bon. Et pour Crowder, même s'il sera dans la rotation, on peut aussi notifier qu'il est quasiment NBA ready parce qu'il a un tel potentiel physique comme il l'a démontré à la combinaison. Ah oui, là. Il n'aura aucun problème à s'adapter dans une équipe NBA pour moi. Ok, merci. On passe ensuite aux Denver Nuggets qui vont intéresser particulièrement les Naughty Frenchies, vu qu'ils ont drafté en 20e pick Evan Fournier, tout simplement, de Poitiers. Evan Fournier, oui. Evan Fournier, Evan Fournier, au poste d'arrière, en effet, le français. Alors, première question, jouera-t-il l'année prochaine en NBA? Rien n'est moins sûr, apparemment. Le
Lui le veut en tout cas, oui, mais Denver hésite encore, vu qu'il y a quand même pas mal de joueurs, notamment Aaron Aflalo, qui a fait une saison excellente l'année dernière au poste d'arrière. Donc voilà, Fournier, bon, c'est un projet. Est-ce qu'il réussira en NBA? Bien malin qui pourrait le dire. Derrière, un choix, alors par contre celui-là qui pourrait devenir très payant, c'est Quincy Miller, qui a un potentiel de loterie pick très largement, et qui a complètement chuté depuis la fin de saison avec des workouts assez faibles, une combine également très mauvaise. Et donc en 38e choix, c'est un peu comme son coéquipier Perry Jones, c'est vraiment une belle opportunité. Et puis enfin, donc en 50e choix, monsieur Izzet Turkilmaz, qui nous tournait à 2 points de moyenne en Turquie l'année dernière, à Banvit. Donc le verra-t-on un jour en NBA? À ce niveau-là, ça c'est vraiment un gros point d'interrogation. Voilà, j'ai mis la note de C parce que je pense que Denver aurait pu faire mieux. Alors ils n'ont pas vraiment de gros besoins, mais plusieurs joueurs, notamment pourquoi pas Perry Jones, aurait pu être pas mal en 20e choix. Ouais, et puis il y avait toujours Jared Sullinger en 20e choix, puisqu'il est sélectionné en 21e choix par les Boston Celtics. Donc le dernier choix, notre Turc, je vais vous laisser le soin de répéter le nom, mais il est surtout là pour vendre des maillots en Turquie et faire un peu de partenariat avec Denver. C'est un choix balancé comme les general managers en ont l'habitude de négliger les choix du deuxième tour, et je trouve ça fort dommage. Pour ce qui est de Quincy Miller, pour moi c'est un petit style, on va dire, parce qu'en 38e position, il fallait être patient pour prendre Quincy. Je le voyais largement dans le premier tour. C'est sûr que je le voyais plus en loterie pick depuis ses workouts et sa combine désastreuse, mais je le voyais toujours en premier tour. Quand on voit les joueurs qui ont été sélectionnés, par exemple, je le voyais quand même devant Fab Melo, pour ne citer que lui. Fournier qui a été un peu pris prématurément aussi, parce qu'un 20e choix avec la profondeur de draft qu'on peut avoir cette année, il y avait quand même quelque chose d'autre à faire, surtout si c'est pour l'envoyer en Europe encore un ou 2 ans. Donc je suis assez d'accord avec la note qu'a donné coach. Un C, j'aurais. Le meilleur choix de cette draft, c'est Quincy Miller, malgré les workouts qui ont été un peu désastreux, qui reste une bonne value pour qu'il arrive à avoir un bon mentor. Donc en sachant que par rapport à Evan Fournier, ce qui est assez marrant, je me permets de préciser, c'est qu'en mois d'avril, un truc du genre, au mois de mai, il a annoncé comment on peut en gros être heureux pour jouer à Denver, un truc du genre. Pour jouer à Denver, en effet, oui. Il a dit être heureux et être fan. Alors Voilà. il ne comprenait pas les fans et ceux qui les supportaient, même directement les joueurs. Donc je sais pas si ça a été relaté, je sais que ça a été relaté par la presse française, Ouais. et surtout les tweets, mais je sais pas si ça a été relaté par la presse américaine, parce que ça peut lui valoir quelques trucs à notre ami Evan. Effectivement. Donc ensuite on va passer aux Detroit Pistons qui ont sélectionné donc André Drummond en 9e choix. Donc André Drummond, pour ceux qui n'étaient pas là en direct, qui était en pleurs avant d'être sélectionné, déçu certainement de ne pas avoir été sélectionné plus haut. Donc bon, ça vous montrera un petit peu la mentalité du joueur. Donc André Drummond en 9, Chris Middleton en 39e et Kim English en 44e. Et coach Kira a mis une note de B- pour cette sélection. Alors je vais commencer rapidement sur Drummond. Donc Drummond c'est un joueur avec un potentiel énorme, avec un physique tout ce qu'il y a de plus beau en NBA, j'ai envie de dire. Alors pour ses pleurs, il y a plusieurs versions. J'ai eu la version qui était tellement ému en fait qu'il s'est lâché concrètement, ou alors il y avait la question du mental aussi, comme un joueur de tennis qui craque dans les tout derniers points. On n'a pas encore la vraie version sur André Drummond. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été plutôt catastrophique cette année avec UConn. Aucune satisfaction pour moi. 10 points, 7 rebonds pour un potentiel aussi énorme en sortie d'high school qui était dans le top 3 de Rivals et d'ESPN, c'est assez faible. Après, Détroit a bien fait de prendre ce choix en 9e position. Pour ceux qui me disent que c'est perfect fit pour Détroit, je vais aller à contre-courant, je ne vais pas être d'accord. Parce que tout simplement, pour moi, le perfect fit avec Greg Monroe, c'était tout simplement John Henson, qui a été pris par les Bucks. Et donc pour les choix d'après, tu m'as dit
Donc Chris Middleton en 39e et Kim English en 44e. Ouais, Kim English, une très bonne pioche pour des 3 44e. Middleton, c'est pas mauvais. Donc, un bon deuxième tour. Le premier tour, j'attends vraiment de voir pour Andre Drummond. Voilà, je vais pas rajouter grand chose. Je suis entièrement d'accord avec Scotty Mike. Je trouve que le deuxième tour a été très satisfaisant avec deux très bons joueurs. Chris Middleton qui a malheureusement eu sa saison gâchée cette année avec Texas A&M avec de nombreuses blessures, mais qui était avant ça candidat au titre de joueur de l'année dans la conférence. Kim English lui également, il a fait une saison superbe avec Missouri. Voilà, Drummond, il a son potentiel, mais pour l'instant c'est vraiment tout ce qu'il a. Quand on a vu qu'il s'est fait dominer par des pivots qui lui rendaient 10-15 cm de moins, aussi bien en attaque qu'en défense, 29% en lancer franc. Donc vraiment une saison décevante pour notre ami Drummond. À voir ce que ça peut donner en NBA aux côtés de Monroe. Effectivement. Donc en sachant, je précise qu'on avait fait cette draft NBA en direct. Pour ceux qui regarderont ces vidéos YouTube, donc toutes ces analyses ont pu déjà être un peu faites pendant la nuit de la draft NBA. Donc entre autres, par rapport à Andrew Drummond, on en avait pas mal parlé. Donc on va passer ensuite à Golden State Warriors, voilà. qui s'en sont très bien sortis avec leur 7ème pick, car ils ont pu récupérer Harrison Barnes de North Carolina. Et ensuite, donc ils avaient le 30, 35e et 52e choix. Donc ils récupèrent Festus Ezeli, Draymond Green et Ogden Kuzmic. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, Harrison Barnes, que Coach Carroll a bien vu à Cleveland, qui a atterri à Golden State en 7e choix. En effet, il aurait été pas mal aux Cavs, mais en tout cas, oui, la note de A+, donc voilà, on peut pas faire mieux. Harrison Barnes en 7e choix, c'est c'est le choix idéal vu que le trou des Warriors était essentiellement à l'aile. Donc voilà, il aurait tombé dessus un peu par hasard et ils en ont bien profité. Derrière, Festus Ezeli, un très bon pivot qui servira de bon backup au relais de Andrew Bogut et David Lee. Voire même on connaît la santé fragile de Bogut et Ezeli est totalement prêt pour jouer en NBA dès le coup d'envoi de la saison. Draymond Green, l'un des 3 meilleurs joueurs de la saison NCAA l'année dernière, derrière Anthony Davis et notre ami Thomas Robinson. Lui aussi, alors un peu petit sans doute pour la NBA, mais un très gros talent. Et puis enfin donc le choix de Kuzmic qui tournait à 10 points de moyenne en 2e division espagnole. Donc là aussi un prospect qui risque de mettre un peu de temps avant de venir en NBA si un jour il y va. Mais globalement vraiment une draft de très bonne qualité, très bonne facture pour les Warriors. Oui, donc surtout que les Warriors ont bien fait d'attendre parce qu'il y avait des projections comme quoi ils étaient sur Rudy Gay, André Iguodala en tant que ailier shooter et hop, on voit Harrison Barnes arriver en 7e choix. Donc j'étais le premier surpris. Je pense que tout le monde a été surpris quand on voit cette draft en live. Et Harrison Barnes a apporté quelque chose de vraiment sympathique à Golden State. Et donc pour les deux choix du deuxième tour, c'est pareil, c'est d'une bonne facture. Kuzmic, j'attends pareil de voir, mais 2e division espagnole, choix assez tardif, il faut pas en attendre grand chose non plus. Ok, merci. Je m'excuse pour les petits sons qu'il y a eu en fond, ça vient de moi. Je m'en excuse. Donc, le petit Zelda venait de mon téléphone. Donc pour Golden State, je rappelle, note A+, je crois que Coach Kira l'avait dit tout à l'heure. Donc ensuite Houston Rockets, dont on reparlera aussi plus tard avec Gray qui interviendra plus tard, donc, qui est fan d'Houston Rockets. Donc Houston Rockets a sélectionné en 2e choix donc Jeremy Lamb, nice, dans Yukon, en 16e Ross White et en 48e, donc c'est une erreur sur le top, parce que c'est marqué 18e, pardon, Terrence Jones. Et donc la note de A pour Houston Rockets, en sachant que Gray m'a précisé qu'à priori ils ont récupéré également les droits d'Aldemir, un Turc. Voilà. Oui, on va plus parler Jeremy Lamb, c'est plus un arrière qu'un ailier shooter quand même. Il a cette capacité de shoot, mais je pense qu'il va vraiment se cantonner au poste 2 en NBA. Très bon choix en 12e position. Il n'y a pas eu de fioriture du côté des Rockets. Ils ont vraiment pris les meilleurs choix possibles. Peut-être revenir un peu sur Ross Twice qui a des problèmes d'anxiété. Il dort souvent 3-4 fois. Il se réveille souvent la nuit. Il a un petit peu peur de l'avion, même s'il essaye de nous rassurer en interview. Donc il va falloir régler ce problème. Je pense que
il y a pas mal de psychologues en NBA, il y a des personnes adaptées pour ça. Terrence Jones, qui est un très très bon coéquipier, très bon joueur d'équipe. À voir quel poste il va jouer, s'il va jouer 3 ou est-ce qu'avec son physique robuste, il passera 4 chez les Rockets. C'est pas grande question, mais après, très bonne draft des Rockets. Voilà, ben en effet, alors tout le monde s'attendait à un ou plusieurs trades avec les 3 choix donc qu'avaient les Rockets. Au final, pour l'instant, ils ont gardé tout le monde. Comme l'a dit Mike, 3 joueurs très solides qui seront prêts à intégrer le roster de l'année prochaine. Voilà, on va jouer. Alors, comme il est revenu sur Royce White et Terrence Jones, je vais dire un petit mot sur Jeremy Lamb, donc qui avait été le lieutenant surprise de Kemba Walker il y a 2 ans maintenant lors du titre de Yukon en 2011. Donc à voir. Alors cette année il a été un peu décevant, comme toute l'équipe des Huskies, Andre Drummond, voilà, qui n'a pas assuré non plus. Lamb a fait un bon début de saison et puis après ça on lui a reproché son incapacité à devenir le vrai leader moral de l'équipe. Mais je pense qu'en NBA c'est quand même un joueur de bon talent et il devrait pouvoir apporter directement. Alors premièrement au début de sa carrière sans doute en sortie de banc derrière Kevin Martin si Martin reste encore aux Rockets. Et puis après ça pourquoi pas devenir un starter. Ouais, pour Lamb, il a un body language assez spécial. Hein. Quand il rate un tir, il est très déçu. J'ai l'impression qu'il a de la peine à se remettre un peu en question. Mais à côté de ça, c'est un très bon joueur. Et comme tu l'as dit, c'était le Factor X à côté de Kemba Walker lors du titre de Yukon. Ok, on va donc passer aux Pacers d'Indiana, qui avaient le 26e et 36e choix, et qui ont donc drafté Miles Plumlee et Orlando Johnson, avec une note de F pour Coach Kira, pour ses choix. Voilà, F pour fail, je pourrais même rajouter épique, puisque Miles Plumlee, c'est un joueur qui est assez rustre, voilà, globalement un bon rebondeur, mais c'est à peu près tout ce qu'il a. Il a été attendu en fin de 2e tour, et donc premièrement un joueur limité pour un premier tour. Et en plus, donc il intègre l'équipe d'Indiana qui a déjà David West et Tyler Hansbrough, sans compter Roy Hibbert à l'intérieur. Donc je sais vraiment pas quel rôle il pourra avoir chez les Pacers. C'est le Jeff Foster du pauvre un petit peu si vous voulez. Le 2e choix est un peu plus plaisant qu'Orlando Johnson, venu de l'université de Californie à Santa Barbara, qui a fait une superbe saison dans la Big West. Il a eu un superbe duel avec Casper Ware, la star de Long Beach State, dans la conférence. Très gros scoreur, il a fait 3 saisons en NCAA à plus de 20 points de moyenne. Et donc là par contre c'est un bon renfort au niveau du backcourt d'Indiana qui a besoin de points, et donc ça en sortie de banc ce sera pas mal. Ouais, c'est pareil, hein, je trouve la note de F totalement justifiée. Au 26e choix, Miles Plumlee, c'est typiquement le joueur qui n'apportera rien offensivement. Je sais même pas s'il va rester en NBA. Il peut même être cantonné en D-League. Alors certains diront c'est un dirty player, on aime bien ça chez les Pacers, mais vraiment je vois pas ce qu'il peut apporter aux Pacers à ce niveau-là. C'est un bon coéquipier, on dit que c'est un jeune homme assez sympa en dehors du terrain, mais je vois pas ce qu'il peut vraiment apporter aux Pacers, mais vraiment pas. Donc on notera le Jeff Foster du pauvre, comme ça a fait réagir sur le chat. Déjà Jeff Foster c'est quelque chose, alors Jeff Foster. Effectivement, voilà, le Jeff Foster du pauvre pour un 26e choix de draft, c'est quand même pas mal. Faut le faire. Donc on va direct passer aux Clippers, aux Clippers de Los Angeles. À mon avis ça va aller très vite car ils avaient juste le 53e choix, ils ont sélectionné Furkan Aldemir. Ah bah non, du coup non, parce qu'après qui a été échangé. Qui a eu des droits pour Houston, donc du coup on n'a même pas besoin d'en parler. Voilà, donc du coup voilà exactement, et échangé dans le cas de échangé contre je ne sais plus contre de l'argent il me semble. Ouais, ça doit être cash consideration, ouais, je pense. Contre cash considération, et ça a été fait un peu après la draft, ça n'a pas été fait directement, mais voilà. Alors parmi les Européens, on dit que c'est peut-être celui qui a le plus de potentiel. En tout cas, il avait été énorme lors du championnat d'Europe des moins de 20 ans l'an dernier. Ouais, 14 points. Voilà, ouais, donc un potentiel meilleur qu'un joueur qui tourne à 2 points de moyenne en 4e division de République tchèque. Donc à voir ce qu'il peut faire et à voir quand il viendra en NBA. Donc Gray, confiance, c'est bien en échange de cash.
Donc je vous précise en même temps que ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, vu qu'on stream en direct, il y a le chat de Basket Evolution en fond, sur lequel vous pouvez réagir quand on fera d'autres épisodes des bénévoles. Donc on va enchaîner avec les Los Angeles Lakers cette fois-ci, qui en 55e choix ont drafté Darius Johnson-Odom, qui me semble avait fait une bonne draft combine à Chicago, et en 60e choix Robert Sacre. Qu'est-ce que vous pensez de cette sélection? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que Darius Johnson-Odom est bien C'est quelqu'un de très athlétique qui avait fait des bonnes... tout à fait. Oui. Il a terminé. Il a la plus grosse détente de toute la draft. D'ailleurs, les joueurs de market, Crowder avait fait premier au bench press et donc Johnson-Odom premier donc à la détente. Et il avait été dans le top 10 dans toutes les catégories athlétiques. Hein. C'est leur seul titre, donc voilà. d'ailleurs. Donc voilà, donc Johnson-Odom en 55e choix. Alors les Lakers qui auraient voulu essayer d'intégrer le premier tour, mais le manque d'assets de leur côté, voilà, ils n'ont pas grand chose à offrir. Du coup, ils se sont contentés de 2 choix au deuxième tour et donc ils ont acheté le 55e choix à Dallas. Et Johnson-Odom, donc DJO, qui a fait une très belle carrière également à Marquette, pourra à mon avis être un backup très utile derrière Kobe. Très bon défenseur et bon scoreur, lui également comme Crowder, un physique hors norme, donc un assez bon choix. Et puis derrière le pivot de Gonzaga, Robert Sacre, voilà, qui aurait peut-être plus dû jouer aux Kings vu son nom, mais il sera quand même en Californie. Et alors lui, il apportera, une bonne rotation au poste de pivot. À voir s'il fera partie du roster, mais c'est un joueur correct qui a fait une assez bonne saison avec Gonzaga. Oui, voilà, Robert Sacré, il faut vraiment attendre de voir s'il va vraiment intégrer le roster ou il va jouer à la Summer League de toute façon avec les Lakers, mais il va falloir qu'il aille au charbon. Ça sera sûrement un moins bon choix qu'Isaiah Thomas par les Kings de l'année dernière qui avait été sélectionné en 60e position. C'est pas le même positionnement, mais ça sera sûrement moins bon. Après, pour ce qui est de Darius Johnson-Odom, très bon choix pour un 55e choix. Les Lakers apparemment, alors ce qui m'a fait un peu rire, c'est que le staff a déclaré qu'ils avaient tout tenté pour avoir un top 5 dans cette draft, et j'ai vu vraiment aucune rumeur. Ouais, donc c'est peut-être juste pour dire aux fans, on a tenté, mais... Ouais, c'était un peu ça. Pogazol, je pense, mais aucune équipe du top 5. Pogazol, c'est quand même un joueur qui est plus sur la fin que sur le début, et pour une équipe en reconstruction, c'est pas forcément l'idéal, quoi. Surtout que dans les deux derniers playoffs des Lakers, je trouve pas que Pogazol avait été tonitruant comme ça. Ouais, surtout qu'il s'était fait par Carl Landry en 2011. Donc ouais, il est plus proche de la fin que du début, même si ça reste un très bon joueur. À part à Portland peut-être en choix 6 où il aurait pu apporter contre le choix 6 au poste de pivot à ce moment-là avec Aldridge en 4, ça aurait pu être pas mal, mais sinon c'était sûr que ça allait être difficile pour les Lakers d'intégrer la loterie. Je pense que quand les Lakers disaient choix numéro 5, c'était surtout un top 3 pour avoir Michael Kidd, parce qu'ils l'ont dit à nombreuses reprises. On est vraiment amoureux de ce joueur, c'est un joueur qui peut vraiment nous contenter et nous combler le poste d'ailier shooter, donc je pense que c'était plus un top 3 qu'un top 5. Effectivement, donc ensuite, donc note de B pour les Lakers, je crois qu'on l'avait pas dit pour cette sélection. Ensuite, Memphis Grizzlies, qui ont, avec leur 25e choix, ont drafté Tony Wharton, meneur de Washington, et qui lui vaut une note de A- pour cette sélection. Ils avaient un seul pick, Memphis, donc a priori, ce sera un remplaçant de Mike Conley, je suppose, pour au moins l'année prochaine. Oui, tu supposes bien. Je pense que Tony Wharton a un énorme potentiel, une taille qui va lui permettre de prendre les devants sur ses adversaires directs. Son seul problème, c'est son shoot. De manière globale, lancer franc, 3 points, shoot en tête de raquette. Mais il a un physique tellement énorme, tellement fin, il est tellement athlétique qu'il peut rentrer dans la peinture sans aucun problème. Donc pour un 25e choix, c'est un choix plus que correct pour Memphis. Voilà, exactement. Donc le freshman de l'année dans la Pac-12, Tony Wharton, qui a fait une très bonne saison avec l'université de Washington. En effet, donc alors le départ de Jemayo ouvre aussi une place au poste 2 au niveau de la rotation. Donc je pense qu'il jouera à la fois sur les postes 1 et 2 vu son physique.
Très beau potentiel. Je pense que c'est un joueur qui aidera beaucoup Memphis. C'est vraiment un bon choix. Moi, c'était un de mes chouchous pendant toute la saison. Donc voilà, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Mike au niveau de ses qualités, de ses défauts. Donc voilà un shoot qui est encore perfectible. Voilà, donc Tony Rotten qui est un bon choix pour une fin de premier tour. Hein. À noter, aucun lien de parenté avec son homologue Jérôme Rotten. Donc on peut remarquer coach Kira très en forme hein, avec la blague de Robert Sacré, hein, qui sera peut-être sacré champion aux Lakers. Et là, qui nous ressort de le café du Starbucks qui fait ce côté-là. Oui, c'est le café. Voilà, tout à fait. Donc Tony Rotten, oui, effectivement, mais qui pourrait peut-être jouer à air aussi, à la place de Jimayo, qui est agent libre cette saison. Enfin, c'est à l'intersaison. Donc on va passer au hit où ça devrait aller assez vite. Côté Miami, 45e choix, Justin Hamilton, à l'intérieur. Pour lui, de toute façon, il devait chercher qu'à l'intérieur, Miami. Donc Justin Hamilton. Ouais. Je trouve que déjà la grosse mauvaise décision, c'est l'échange d'Ernest Moultrie, échangé aux Sixers, donc au premier tour, échangé donc contre ce pic donc de Justin Hamilton au deuxième tour, plus un futur premier tour conditionnel. Moultrie aurait pu apporter dès l'année prochaine à Miami. Là, Justin Hamilton, c'est quand même un joueur qui est très limité. Il a fait une saison correcte avec LSU qu'on attendait vraiment dans le bas de tableau de la SEC et qui au final était pas mal. Lui-même potentiellement, il a pas un potentiel énorme, il a un toucher correct, c'est un rebondeur honnête, et je dirais ça se casse pas des briques quoi. Hein. Je pense qu'au mieux il prendra la place de Dexter Pittman dans la rotation. Oui, de toute façon, prendre la place de Dexter Pittman à partir du moment où tu fais plus de 2m10, je pense que tu peux le prendre légitimement à la place. Pour ce qui est de Justin Hamilton, je suis assez circonspect parce qu'il pouvait choper un bon joueur comme par exemple Festus Ezeli, qui peut avoir Anthony Davis. Vraiment décevant de la part de Miami. Maintenant, je pense qu'ils ont un peu laissé tomber ce pour les champions. On va miser sur la free agent. Il y a tellement de joueurs qui veulent venir chez nous qu'on va laisser un peu cette draft de côté. J'ai l'impression qu'ils nous vont laisser ça un peu à la légère. Ok, donc en sachant que je vous propose de peut-être un petit peu accélérer sur des choix peut-être moins importants, parce qu'on devrait déjà à 3 heures d'émission, alors qu'on n'a même pas fait de la moitié des équipes, je crois. Donc je vous propose d'accélérer sur les pics, on va dire, moins importants, on va essayer de se centraliser sur, voilà, tout à fait, oui. sur les pics importants, pour avoir le temps quand même de parler derrière des trades et des rumeurs qui sont un peu plus d'actu, on va dire. Donc côté Milwaukee, en 14e choix, John Henson, intérieur de North Carolina, et en 42e choix, Doron Lomb, le shooter de Kentucky, qui leur vaut une note de 1- pour Coach Kira. Voilà, donc très bonne draft, Doron Lomb qui a été sélectionné en 42e choix. Bon joueur de Kentucky qui a été sûrement le facteur X lors de la finale. Et John Henson, voilà, qui aurait dû être pris plus tôt, notamment par Détroit, si je n'aurais pas jugé par rapport au potentiel d'André Drummond. Un très très bon choix. Il avait besoin d'un fond de cours versatile pour la personne de Bennett. Voilà, tout à fait. Doron Lamb, un excellent shooter qui apportera ses qualités de tireur extérieur en rotation. John Henson, alors Milwaukee, ça fait plusieurs années qu'ils nous prennent poste 4 à la draft, Larry Sanders par exemple. Et donc là, avec John Henson, je pense qu'ils tiennent vraiment un bon joueur. Ok, merci. Ensuite, les Timberwolves de Minnesota. Donc là, je pense qu'on va pouvoir aller très très vite. 58e choix, Robbie Hummel, intérieur de Purdue. Voilà, Robbie Hummel qui est récompensé pour sa très belle carrière universitaire avec Purdue. Donc il faut savoir qu'il a eu 2 fois rupture des ligaments des genoux. À chaque fois, il est revenu. Il a fait une très bonne saison l'année dernière. Par contre, pour la NBA, ça risque d'être un peu juste au niveau de ses qualités athlétiques et même de son jeu au global. Mais en tout cas, c'est une belle récompense pour lui d'être au moins drafté. Okay. Oui, surtout que les dirigeants du ESPN avaient dit qu'il manquait une dimension athlétique et qu'il aurait vraiment du mal. Ça sera sûrement un bon joueur pour l'Euroleague, mais pour la NBA, ça risque d'être vraiment juste. Ok, donc on va enchaîner direct avec les New Orleans Hornets qui intéressent particulièrement Mike, qui ont réalisé quasiment une perfect draft, on va dire, avec en first pick, donc ça c'était pas étonnant, Anthony Davis de Kentucky, et en 10e choix, Austin Rivers de Duke,
Et en 45e choix, Darius Miller. Donc on va laisser la parole à Mike, qui est fan de cette équipe, comme vous pouvez le voir. Exactement. Alors Anthony Davis qui s'est apparemment pété le genou et qui disputera pas les Jeux Olympiques. Je sais pas si c'est officiel, mais c'est une rumeur qui traîne via Twitter et via les sites de basket américains. Donc on va pas revenir sur lui bien longtemps. Il a tout fait cette année. Il a été leader en bloc. Il a gagné le titre de meilleur joueur. Il a gagné avec Kentucky et une équipe modèle comme Terrence Jones et Michael Kidd-Gilchrist le titre cette année dans le Final Four qui les opposait aux Kansas Jayhawks. Donc après pour le 10e choix, contestable ou pas, on ne sait pas. Beaucoup d'analystes disent que Austin Rivers pourra être au maximum un 6e homme parce qu'il est assez égoïste. Maintenant, il faut savoir que la NCAA et la NBA sont très différentes. Quand vous arrivez par exemple à Duke, vous êtes la star de l'équipe. Il va arriver à New Orleans, il y aura sûrement 2 joueurs devant lui en la personne d'Eric Gordon, s'il est re-signé, et Anthony Davis. Donc, il va être plus en route de 6e homme. Combo garde alternant entre poste 1 et poste 2. Pour Darius Miller, ça va être le 6e homme pardon, de la conférence SEC cette année, il me semble. Gros shooter à 3 points, il ira en rotation, tout simplement. Il ne sera pas en concurrence directe avec Al-Farouq Aminu, je pense pas, parce que le développement d'Al-Farouq continue. Ça sera un bon joueur en fait, des shoots à 3 points dans le garbage time ou pour changer de momentum, mais pas plus. Ok, donc ça change, je me Voilà, permets de te reprendre vite fait. Tu avais dit le genou pété pour Anthony Davis. Après, oui, c'est une entorse de la cheville, il me semble. D'accord. D'accord, oui. Bah, écoutez, moi, Davis, bon, je vais pas revenir dessus, on en a déjà assez parlé. Voilà, ce sera la star de la draft. Austin Rivers, c'est un bon choix. Alors voilà, on aurait pu dire Kendall Marshall au poste de meneur, puisque c'était un vrai besoin du côté des Hornets. Mais Austin Rivers a un très beau potentiel. Il a fait une superbe saison avec Duke, et ça peut être un bon choix. 45e Darius Miller, là j'ai un peu plus de doute à ce niveau-là. Bon, c'est un choix tardif. Il y avait quelques autres bons joueurs encore disponibles, mais rien de, comment dire, D'affolant. rien de bien critiquable, voilà. Donc la note d'A+, de toute façon, rien qu'avec Anthony Davis, ça aurait été A+. Donc voilà, bon courage aux Hornets pour la suite de leur reconstruction. Hein. Effectivement, il a prouvé qu'Anthony Davis est bien parti. On enchaîne avec les New York Knicks, on va aller assez vite. 48e pick, Kostas Papanikolaou d'Olympiakos, donc autre européen, et une note de B-. Est-ce que vous avez des choses? Oui, c'est le meilleur européen de cette draft pour moi. Papanikolaou qui était MVP du Final Four de Euroleague, il me semble. Exactement. Les fans des huaient un petit peu ce choix. Peut-être qu'ils attendaient le meneur d'Ariana, Scott Machado. Un choix pour en 9e position. Pas trop mal. Il va falloir attendre l'adaptation de Papanikolaou, tout simplement. Voilà, donc la seule interrogation, c'est savoir quand il rejoindra la NBA, mais en tout cas sur le plan du potentiel, il est réel. Voilà, il joue déjà au plus haut niveau en Europe, donc à voir s'il peut s'imposer en NBA. Ok. Ensuite, Oklahoma City Thunder qu'on réussit, on va dire, à récupérer avec le 48e choix. Non, c'est le 28e, 28e, pardon, 28e choix. Pardon, je me disais 48e, ça me paraissait quand même très bas, effectivement. 28e choix, donc Perry Jones III de Baylor. Qui est descendu dans cette draft à cause d'un problème au genou, il me semble, et qui donc se retrouve 28e alors qu'il était annoncé beaucoup plus haut pendant un certain temps. Donc après, ça dépendra de l'état du genou, mais ça peut être une très bonne pioche pour les Thunder. Ah bah c'est une pioche qui est quasi parfaite pour le Thunder avec Perry Jones qui sera une bonne rotation, je pense à la fois sur les postes 3 et 4. Donc au moins là il arrive dans une équipe qui est déjà parfaitement en place, qui joue le titre, qui était au final cette année, qui jouera le titre encore l'année prochaine. Donc moins de pression à ce niveau-là en cas d'échec, mais je pense que en tout cas au niveau du potentiel, il avait un potentiel de top 10. Au niveau de sa saison, il a fait une saison correcte, en dents de scie un petit peu, tout comme un peu sa carrière sur les 2 années passées à Baylor. Mais en tout cas, je pense que pour Oklahoma City, c'est vraiment un choix parfait à ce niveau-là de la draft. Moi, je pense pour Perry Jones qu'il a payé plus sa mentalité et son éthique de travail plutôt que sa blessure au genou, dont on n'a pas eu d'infos vraiment confidentielles. Après, je te rejoins pour Oklahoma City, 28e choix, pardon. Perry Jones, qui était annoncé dans une autre team entre 12, 13, 14 par là. Moi je l'avais noté sur ma mock draft en
13 ou 14, il me semble. 28e choix, c'est la draft quasi parfaite. Oui, c'est lui qui a annoncé qu'il voulait jouer AF alors qu'il aurait plus un profil de 3, c'est ça, hein? C'est l'inverse. L'inverse, pardon. Qui voulait jouer 3 alors qu'il avait un profil numéro 4. Voilà, il en fait un peu à sa tête pour l'instant. On verra ça, peut-être qu'au Thunder, il sera peut-être plutôt bien entouré. Ensuite, Orlando Magic, avec un 19e choix, il me semble que vous aviez trouvé ça assez tôt. Oui. Pour Andrew Nicholson, à l'intérieur de sa bonne aventure, et en 49e choix, Kyle O'Quinn. Ah oui, Andrew Nicholson, pour moi, c'est totalement... NBA.com, le site le définit comme un Craig Brackins. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'ancien joueur des Hornets, drafté par les Hornets, c'est le joueur actuel des Sixers, il me semble. Il a une grosse envergure, aussi des pointeurs, mais trop de perte de balles, un questionnement pour le prochain palier à passer, une éthique de travail vraiment trop faible. Puis en 19e choix, c'est vraiment trop tôt pour Orlando. Voilà, je rejoins un petit peu ce que dit Mike. Bon, il a quand même fait une très belle carrière en NCAA, joueur de l'année dans l'Atlantic 10 cette année. Il a remporté le titre avec Saint-Bonaventure. Donc voilà, on peut lui souhaiter que son aventure en NBA soit aussi bonne qu'en NCAA. Quant à Kyle O'Quinn, là par contre, un très très bon choix. Alors Kyle O'Quinn, un pivot qui a beaucoup fait parler de lui lors de la March Madness, puisqu'il a atomisé Missouri à lui seul pratiquement au premier tour. Et c'est un joueur que personnellement je suivais déjà depuis assez longtemps, puisque il avait été excellent face à Marquette lors des 2 matchs qu'il avait joué face aux Golden Eagles. Et c'est vraiment un bon pivot qui, alors de là être titulaire en NBA, ça risque d'être un peu juste, mais en tout cas il sera vraiment une bonne rotation, gros rebondeur, gros contreur, et pas mal à droit balle en main. Donc ça en 49e choix, c'est vraiment un bon pick. Nicholson un peu tôt en effet, donc 2 joueurs qui ne vont pas révolutionner le Magic, mais qui pourront quand même apporter leur pierre à l'édifice. Ouais, O'Quinn, le seul petit problème, c'est encore un peu trop prévisible sur la phase offensive, mais c'est un très bon choix. Le deuxième choix, j'en ai pas parlé, mais c'est un très bon choix. Il pourra basculer soit poste 4, poste 5, sans aucun problème au niveau des moves. A priori, on en reparlera après, ça suffira pas pour garder de Howard, pour le faire rester en tout cas. On va passer aux Sixers de Philadelphie, donc il y a quelques fans sur le chat. Donc en 15e choix, nous avons Mo Harkless, et en 27e choix, Arnett Moultrier, on ne sait pas trop la prononciation, on avait pas mal discuté pendant la draft, Moultrier, de Mississippi State. Moulfrit. Voilà. Encore une blague de Moi, pour le coach. Pour Mo Harkless, et Arnett Moultrier. Qu'est-ce que vous pensez pour de Mo ces Harkless, joueurs? je trouve ça vraiment trop haut en 15e position. Je pense qu'il aurait pu... par contre, si les Sixers ont besoin d'un shooter, il fallait choisir quelqu'un d'autre, parce que, pour rappel, Harkless, 20,2%. Alors, par contre, est-ce que tu pourrais parler assez face de ton micro si on t'entend moins bien des fois? Exactement, oui. Ouais. Je vais repositionner la cam et je vais parler un petit peu plus fort. Donc pour Mo Harkless, s'ils ont besoin d'un shooter, je disais, qui tournait seulement à 20% cette année, c'est un gros potentiel d'un joueur qui vient de St. John's. C'est le premier joueur de St. John's qui a été drafté depuis 2001, donc ça fait 11 ans que St. John's n'avait sorti aucun joueur. Donc c'est plutôt pas mal pour l'université. Voilà, j'attends vraiment de voir son potentiel exploser au grand jour. C'est peut-être un joueur qui aurait dû rester un petit peu en NCAA pour apprendre un peu plus, un peu comme Quincy Miller. Arnett, Moultrie, on ne sait pas vraiment. Moulfrit pour Coach Kira, donc c'est un bon joueur au niveau offensif, assez doué. Par contre, défensivement, il a un temps de latence assez énorme, je trouve. Voilà, les Sixers, donc Mo Harkless, alors qui a un peu surpris donc en se déclarant en effet à la draft dès cette année, après une très bonne saison dans la Big East. Il a été élu le freshman de l'année dans la Big East. On l'a vu beaucoup fluctuer au niveau des mock drafts. On l'a vu aussi haut qu'à la 8e place, il me semble, et aussi bas qu'à la 25e, voire en début de 2e tour.
Et donc Mo Harkless qui en tout cas constitue une recrue de talent à Philadelphie. Alors quel rôle il aura lors de la première saison, ça risque d'être un peu juste pour lui donner un rôle majeur en tout cas d'entrée, surtout si André Iguodala est encore là, et puis avec des joueurs comme Evan Turner devant lui, voilà, sur les postes de swingman, ça risque d'être un peu difficile. Moultrie, bon rebondeur, ce sera un bon renfort, je pense, pour la raquette des Sixers. Ok, on va enchaîner avec les Phoenix Suns. Phoenix Suns qui ont sélectionné la relève de Steve Nash avec leur 13e choix, avec Kendall Marshall de North Carolina. Donc a priori, c'était vraiment pour relayer un Steve Nash qui devrait partir cet été, ou du moins, s'il Voilà, re-signé, serait le parfait backup de Steve Nash. Voilà, en tout cas, Kendall Marshall, le meilleur passeur de cette draft, très bonne vision du jeu, il a été le parfait chef d'orchestre pour North Carolina cette année, et lorsqu'il s'est blessé, donc lors de la March Madness, on a vraiment vu le jeu des Tar Heels se liquéfier complètement avec plus aucun schéma de jeu, donc c'est vraiment un joueur qui a une superbe vision du jeu, et qui justement rentre un peu dans le même moule que Steve Nash, qu'il devrait remplacer. Voilà, exactement. Kendall Marshall qui est vraiment excellent sur les extra passes. Il trouve toujours un coéquipier démarqué. Il force jamais un shoot. Beaucoup d'analystes ont dit que son problème ça va être la gestion de son shoot, mais il leur répondait assez justement que il n'avait pas besoin de prendre de shoot. Ses coéquipiers, John Henson et Harrison Barnes, voire McAdoo dans la même équipe. C'est pas nécessaire de forcer les shoots. Donc c'est un très bon choix pour Phoenix pour pallier le départ de Steve Nash qui est en partance. On le verra un peu plus tard. Ok, on va passer directement au Portland. J'avais passé aux Kings, mais non, il y a Portland avant. Portland Trail Blazers, donc, qui ont récupéré le 6e choix qu'on a dit tout à l'heure de Brooklyn, j'allais dire New Jersey, mais de Brooklyn, via le trade de... Je l'avais à l'instant, mais je ne l'ai plus. Gerald Wallace, il me semble. Gerald Wallace, voilà. Je l'avais à l'instant et je l'ai pas. Exactement. Donc Gerald Wallace. Donc en 6e, ils ont donc drafté Damian Lillard, le meneur de Weber State. En 11e, Meyers Leonard, à l'intérieur de l'Illinois. Et en 40e, Will Barton. Donc a priori, alors j'ai pas donné les notes des drafts, donc je vais les redonner pour Portland. Donc une note de B, donc une draft a priori correcte, un bon meneur et un bon intérieur. Ouais, une bonne note, mais est-ce que Portland n'aurait pas eu plus de succès dans cette draft en prenant André Drummond, donc pour les besoins qu'ils ont, c'est un peu trop tôt pour moi, et de prendre Kendall Marshall en 11, parce que je pense vu le potentiel que Drummond, même si je suis pas un vrai fan de ce joueur, que Meyer Leonard va avoir un peu plus de mal en NBA. Donc on va plus jouer cette optique de draft pour Portland en fait. Ça reste une bonne draft. Will Barton en 40e choix, le joueur de Memphis, très gros scoreur. Ça peut vraiment être pas mal pour la suite. Effectivement, donc encore une fois Mike, fais attention aussi au bruit de fond qu'on entend un petit peu. Ça vient pas de chez moi le bruit de fond. Ton portable. C'est pas, c'est d'autres que je tire là. Comment ça rend tout le monde. D'accord, est-ce que ça vient de chez moi peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, oui, pour revenir aux Trailblazers, donc Damian Lillard, drafté 6e choix, donc il sort d'une toute petite université, Weber State, non qualifié pour la March Madness cette année. Très gros scoreur, mais j'attends de voir ce qu'il vaut vraiment face aux meilleurs joueurs. Meyers Leonard d'Illinois, qui a fait une saison correcte. Il a énormément progressé par rapport à sa saison de freshman. Il a fait, je crois, il était à 2 points de moyenne, il est passé à 13 ou 14 points cette année. Bon rebondeur, pivot de grande taille. Et puis alors surtout Will Barton, le joueur de l'année dans la conférence USA avec Memphis, et qui lui a vraiment les moyens de devenir un excellent joueur. J'étais un peu surpris qu'il recule aussi loin. Il est sorti du lycée avec une très grosse cote, et voilà, le fait que Memphis était un petit peu under the radar comme on dit, a sans doute nuit un petit peu à son exposition médiatique, mais en tout cas c'est une très bonne recrue, et pour moi ça peut être une des surprises du 2e tour de cette année. Ok, donc on enchaîne avec les Kings de Sacramento, qu'on essaie de finir le tour en 1 heure quand même là pour la draft. Donc les Kings de Sacramento, qui assez surprenant, vu qu'on attendait un peu Thomas Robinson en 2, ont pu récupérer justement Thomas Robinson en 5, donc l'intérieur de Kansas, et donc pour former une raquette à l'intérieur avec Demarcus Cousins qui est plutôt alléchante à suivre. Donc Thomas Robinson en 5e pick pour Sacramento.
Ouais, c'est quand même sympa hein, comme pick de voir Thomas Robinson en cinquième choix. Le seul problème pour Robinson, c'est sa sélection de shoot, pardon, et sa petite taille. Maintenant, ça reste un choix assez énorme pour Sacramento qui va l'associer à des Marcus Cousins. Thomas Robinson qui a été deuxième joueur de l'année derrière Anthony Davis. Donc un choix sûr pour les Kings. Voilà, Robinson, ouais, qui est peut-être le joueur le plus NBA ready de toute la draft. Donc voilà, s'il formera une très belle paire d'intérieur avec DeMarcus Cousins. Je pense que voilà, c'est encore une nouvelle pierre à l'édifice des Kings et ça commence à prendre forme. Donc pourquoi pas un retour en playoff prochainement pour les Kings. Ok, on enchaîne avec les Spurs de San Antonio, qui avaient le 59e choix, mais connaissant San Antonio, ils sont capables de sortir encore un des très bons joueurs dans les drafts. Et donc là, avec le 59e choix, ils ont décidé de prendre Marcus Denmon de Missouri. J'ai De Missouri, encore ouais. l'impression que c'est le cas pour les Spurs parce que c'est les Denman en 59e fois. C'est vraiment pas mal. Hein. Il fait énormément de bien à son équipe de Missouri, comme King English pour ces deux joueurs-là. Lors du match face à Kansas, il avait permis à son équipe de battre Kansas sur le fil en faisant un comeback magistral. Donc, j'ai l'impression que c'est encore un style pour les Spurs. J'ai l'impression de me répéter, mais avec Popovic, tous les ans, il y a quelque chose de fameux qui ressort. Ouais, c'est vraiment ça, Kovic. Coach Kira, si jamais tu as ouais, des sons quand tu parles pas, peut-être que tu as un bouton sur ton micro pour le couper, non? Ok, Au niveau ouais, du fil, je, au niveau du fil, tu peux d'accord. Ouais, ça doit être le son parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées dans... En effet, ouais. Je te vois cacher le micro avec En tes mains. effet, ouais, donc pas de souci, ouais, donc je ferai ça. Mais pour en revenir à Marcus Denman, voilà un très bon scoreur, bon joueur avec Missouri, il a fait vraiment une très belle saison. Et donc je pense que pour les Spurs, ça peut être un très bon style en effet avec l'avant-dernier choix de la draft. Et puis bon, Marcus Denman, très bon danseur de salsa également. La salsa du Denman. Ouais, il est vraiment chaud, un coach Kira. Toujours. Je crois que c'est la frustration des Cavaliers. Ouais, voilà. Je pense qu'il lui a permis de se lancer dans un concours de blagues. Effectivement, qui ressort. Du coup, on va enchaîner avec Toronto Raptors. Je vais pouvoir détailler un petit peu vu que je suis fan de Raptors. Donc en huitième choix, assez surprenant, j'avoue que je m'y attendais pas. Ils ont sélectionné Terence Ross, de Washington. Assez surprenant en avant-goût parce que je n'avais pas trop entendu parler dans les workouts, etc. Mais effectivement, il était bien présent. Et avec du recul, de ce que j'ai pu bien examiner derrière, pour moi, c'est l'AS exactement qui avait besoin de Toronto. Assez grand, pas trop mauvais en interception et avant tout un scoreur qui avait l'air de plaire à Coach Casey côté de Toronto. En 37e choix, Quincy Assis. Je reciterai Brian Colangelo qui dit que c'est un Reggie Evans qui a un lancer franc. Apparemment, ça résume bien le joueur. Et en 56e choix, alors là, par contre, je ne connais pas du tout, Tomislav Zubzic. Et donc, une note de C pour cette draft de Toronto. En sachant, je pense Rien. moi, je la trouve bien, cette draft. Je suis plutôt content. Moi, je la trouve un tout petit peu décevante par rapport à Terence Ross. C'est un joueur qui est un petit peu unidimensionnel, qui a fait de grosses perfs, qui était dans l'équipe justement de Tony Wotton, qui a été sélectionné par les Memphis Grizzlies. Un peu déçu par ce choix. Je pensais vraiment que Toronto allait prendre un joueur comme Kendall Marshall, parce qu'apparemment ils veulent amnestier José Calderon, ou alors prendre un combo guard comme Austin Rivers et laisser tomber l'idée des shooters. Mais c'est vrai qu'ils ont fait par rapport à leurs besoins. Donc il n'y a pas grand chose à reprocher. Parce qu'en général, les équipes qui font par rapport à leurs besoins, on sait qu'ils s'en tirent généralement assez bien. Au lieu de prendre un poste 4 athlétique qui ne réussit jamais, comme Hilton Armstrong pour ne citer que lui. Donc, Et donc Quincy Assis, voilà, c'est exactement ça. Hein. C'est un Reggie Evans du riche avec un lancer franc. Il a marqué, je crois, 52% de ses tentatives donc totales au shoot sur des dunks. Donc il va être important dans la raquette pour Toronto. ok. Pour préciser, en fait, parce que Toronto contre le côté Steve Nash, hein, c'est la grosse rumeur du moment. Et c'est possible que Terence Ross ne Exactement, fera ouais. plus de rôle que ça, parce qu'ils sont aussi très intéressés par Nicolas Batum.
comme beaucoup d'équipes. On en parlera. Voilà, donc Terrence Ross, en effet, voilà, qui est un bon joueur. Il a fait une bonne saison. Je veux dire, la saison de Washington était assez surprenante. Ils ont remporté la Pac-12. Ils n'ont pas été sélectionnés pour la March Madness à cause d'un schedule assez décevant et aucune belle victoire en match hors conférence. Mais le duo était vraiment taillé pour aller, le duo était vraiment taillé pour aller très loin lors du tournoi NCAA. Voilà, Terrence Ross qui a fait 2 très bonnes saisons avec Washington, 8e choix, un petit peu tôt peut-être, mais un bon joueur. Et derrière Quincy Assis qui a été, on peut le dire, le meilleur joueur pratiquement de Baylor, en tout cas le plus consistant sur toute la saison, devant Perry Jones et devant Quincy Miller. Il a même été drafté devant Quincy Miller d'ailleurs. Voilà, quant au dernier joueur drafté, notre ami européen, d'où est-ce qu'il nous vient? Il est en cours de développement. Oui, il nous vient du Cibona Zagreb. Voilà, donc un prospect. Reste à voir s'il viendra. Voilà, on va pas en parler plus de ce joueur. Donc on va passer au Utah Jazz qui en 47e choix ont drafté Kevin Murphy. Donc on va peut-être pouvoir aller assez vite sur ce joueur. Voilà, Kevin Murphy, un très gros scoreur, mais il nous vient de Tennessee Tech. Alors il a réussi justement un match énorme face à Murray State. Murray State qui était la dernière équipe invaincue en NCAA. Et qui donc a été battu par Tennessee Tech et par Kevin Murphy. Voilà, à part ça, bon, ce sera un joueur au mieux de complément. Ouais, je suis assez d'accord. Il manque un peu de physique quand même, Kevin Murphy pour un garde. Il fait 1,98 pour 88 kilos seulement. Il a une bonne rapidité sur le premier pas. Il me fait un peu penser à un Nick Young parce que son physique a travaillé. Il est un peu irrégulier, trop de pertes de balles. Une défense que je trouve pas hors norme non plus. Donc à voir pour la suite. Ouais. Il avait fait 50 points aussi à 16 sur 21 contre Edwardsville. Un bon joueur. Alors après pour ce tour de draft, Utah s'en sort pas trop mal. Ok, et donc on termine par les Washington Wizards. Washington Wizards qui avait le 3e pick et qui ont, comme il l'avait annoncé, haut et fort, ont drafté Bradley Beal, le gros shooter de cette draft. Et en 32e choix, Thomas Satoransky du Banca Civica, donc ça va être un Européen aussi. J'ai pas trop suivi. Donc en tout cas, Bradley Beal, a priori très bonne pioche pour ce 13e choix. Annoncé quand même qu'on a un très très bon prospect. Ouais, mais alors j'ai pas trop compris, moi, le 32e choix de Washington qui prenait Satoransky, tout simplement parce qu'il y avait plein d'autres joueurs à prendre avant. Est-ce qu'il va jouer directement? Non. J'ai l'impression que Washington a un peu de mal avec les Européens, hein, comme Yann Vesely par exemple, qui n'a pas joué des masses encore, surtout il avait été sélectionné en 6e choix. Pour ce qui est de Bradley Beal, c'était une évidence, même si coach Kier a bien voulu qu'il descende d'une place, je suppose, pour que les Cavs le sélectionnent. Un très gros shooter, hein. Ses chiffres ne représentent pas son potentiel au shoot, parce que dans les 5 derniers matchs, il a tiré à plus de 43%, donc ça reflète le potentiel du joueur qui est hors norme, hein, et qui était en concurrence quand il était en high school. Souvent on faisait le parallèle entre Austin Rivers et Bradley Beal. Voilà, pour moi, Brad Beal, c'est le 2e meilleur prospect de la draft derrière Anthony Davis. Un joueur hors norme, très bon scoreur, excellent rebondeur pour sa taille. Je crois qu'il a terminé parmi les tout meilleurs rebondeurs en NCAA au niveau des guards. Il a fait un match, j'ai encore en mémoire son match face à Marquette en Sweet 16 où il a vraiment, à lui tout seul, il a détruit les Golden Eagles. Je pense que aux côtés de John Wall, ça va former vraiment un backcourt de feu pour Washington. Bill, pour moi, sera le meilleur marqueur chez les rookies l'année prochaine. Et c'est un joueur qu'on pourrait retrouver facilement à 20-25 points de moyenne pendant plusieurs saisons. Ok, merci à vous. Ce qu'on va faire, c'est que je vais couper là pour l'instant et on va relancer une deuxième vidéo, on va dire, avec les trades et les rumeurs si on a le temps. On coupera en 2 fichiers, comme ça on aura un fichier draft avec ce qu'on vient de faire et un autre. Donc en tout cas, je vous remercie pour ces analyses de tous ces prospects et de toutes ces équipes. Et donc on se dit à tout de suite pour une deuxième vidéo.